Merci d'être avec nous ce soir dans le dictionnaire politique que nous consacrons au décryptage du message du chef de l'État. Vous l'avez suivi certainement, un message de 15 minutes dans lequel le président de la République met un point d'honneur sur le sens de la responsabilité et revient aussi et surtout relève le principe de l'intergénérationnalité. Ce soir, pour décrypter aussi, en tirer la particularité de ce message, bien sûr, j'ai sur ce plateau Brony Fortuna Goulali, les journalistes. Bonsoir. Bonsoir, Mélie-Rose. Merci d'être là ce soir. Et Blanc Constant Ebarapéa, docteur Blanc Constant Ebarapéa. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et pour boucler la boucle, Franck Nzila Malembe, l'homme au chapeau rouge. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, madame. Merci d'être là ce soir. Merci à vous aussi de participer à ce débat en commentant et n'oubliez pas de partager massivement ce contenu. Alors, messieurs, vous avez suivi comme plusieurs milliers de Congolais le message de 15 minutes du président de la République. Il revient sur plusieurs aspects de la vie de la nation, l'économie, le social, l'environnement et le mot responsabilité est revenu plusieurs fois dans son discours d'entrée des jeux. Déjà, Fortuna Ngolali, quelle lecture, sinon quel commentaire de ce discours dans sa forme et globalement dans son fond? Voilà, merci Mélie-Rose. Déjà, dans sa forme, vous allez vous rendre compte que le président de la République arbore déjà, il est en costume bleu de nuit, hein, et puis une cravate qui fait un peu de mélange du violet, du bleu. Est dominé par le violet. L'année dernière aussi, il était carrément en cravate violet. C'est une expression d'autorité, une expression d'énergie également. C'est une expression, on va dire, de royauté, aussi de prestige. Et puis, il est donc resté assis depuis quelques années. On le constate quand même assis, certainement dans son cabinet pour ce message. Mais après, quant à ce message, on a deux sentiments au même moment. On a le sentiment d'un message d'adieu. Vous avez donc le chef de l'État, après autant d'années au pouvoir, qui aujourd'hui s'adresse à une génération future, à qui on veut léguer le pouvoir, à qui on veut confier certaines responsabilités. Ça peut ne pas être lui-même, ça peut être aussi le fait qu'il pense peut-être profondément à réaménager son gouvernement, peut-être ce serait au niveau du Parlement pour revoir de fond en comble tout le personnel qui occupe le Parlement, pour confier donc la responsabilité ou encore donner donc le relais à une nouvelle génération. Il y a aussi, quelque part, on a l'impression aussi, c'est un discours intimidatoire. Permettez-moi cette expression. C'est comme si vous responsabilisez les jeunes, vous indexez les jeunes, vous leur poussez à agir alors qu'ils ne le sont pas encore prêts. Donc voilà un peu ce que je peux comprendre, je peux dire pour le moment, et sur la forme et le fond de ce discours. Mais il faut rappeler que c'est un discours constitutionnel, c'est un acte constitutionnel. Le président de la République est obligé, selon la Constitution, de dire ce discours. Et même quand il sait qu'il n'a pas grand-chose à dire, même quand il sait qu'il a déjà tout dit, qu'il a déjà tout promis, donc à un moment donné, il faut donc réaliser ce reportage. Et donc, ces conseillers doivent donc couper les cheveux en quatre et pour trouver exactement ce que le président doit dire. Blanc Constant Ebarapéa, c'est juste par devoir que Denis Sassou Nguesso s'adresse au peuple ce soir. Bon, d'abord, merci de m'avoir associé à cette émission. Et je salue mes co-panélistes. Je suis heureux de retrouver le chapeau rouge qui a disparu depuis un moment. Alors, pour revenir au discours du chef de l'État, vous savez qu'il s'agit là d'une liturgie politique de très haute volée parce que chaque 15 août, et là encore, pour ceux qui croient à cette fête d'indépendance, moi j'avais dit depuis un moment que je ne devais plus célébrer commémorer cette journée parce que pour moi, l'indépendance sur papier, ça ne serait strictement rien. Donc je ne commémore plus cette journée depuis. C'est une responsabilité personnelle. Alors, donc c'est une liturgie politique et le président de la République doit respecter cette disposition constitutionnelle et il le fait et c'est bien de le faire puisque chaque 15 août, il prend rendez-vous avec ses concitoyens qui sont devant le petit écran pour écouter ce que lui a à dire.
Alors, de ce discours, j'ai observé, j'ai attentivement écouté, et pour planter le décor, comme Fortuna a eu à le dire, le président a mobilisé un certain nombre d'éléments symboliques. Fortuna a parlé de l'expression de l'autorité, du pouvoir, mais il y a un autre élément que Fortuna n'a pas mis l'accent, c'est-à-dire le symbole de l'espoir. Parce que vous avez le bleu qui symbolise l'espoir et le violet qui symbolise l'autorité. Donc, c'est-à-dire que le chef qui suscite l'espoir. Il dit, malgré les difficultés, il y a l'espoir. Parce que vous connaissez, vous savez tous la situation que vit actuellement le pays. Vous avez les gens impayés. Nous-mêmes, vacataires à l'université Mariam Gabi, on cumule, je crois, 6 ans sans être payés. Vous avez la garde républicaine au niveau de la présidence, toutes les institutions qui ne sont pas payées. La crise est palpable. Donc, il vient ce soir pour affirmer l'autorité. Ça veut dire que le pays est gouverné. L'autorité n'est pas, le pouvoir n'est pas par terre. Je suis l'incarnation de ce pouvoir. Dans la rue. Voilà. Je suis l'incarnation de ce pouvoir. Et puis, deuxièmement, il y a l'espoir. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a fini de souligner ces deux éléments, le troisième, c'est qu'il fait ce discours depuis son bureau, c'est-à-dire dans son cercle de compétences, là où il exerce la compétence, et il montre aux Congolais que je suis au travail et je fais ce que vous m'avez demandé de faire. Alors, ça, ce sont des éléments symboliques qu'on peut décrypter à partir de ce message. Mais lorsque nous revenons dans le message lui-même, nous prenons la forme. Dans la forme, c'est un message le plus concis possible. Et le fond me laisse perplexe. Le fond me laisse perplexe. Fortuna disait tout à l'heure que c'est un message d'adieu, qui semble être un message d'adieu, mais il faut faire très attention. La ruse du pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. Et vous savez que lorsque vous lisez sur les réseaux sociaux, un peu partout, nos compatriotes revendiquent le changement, et on devient routier de la politique congolaise, parce que lui, il est pratiquement resté le dernier homme de sa génération. Et il tente donc de jouer avec les éléments symboliques pour montrer à la jeunesse congolaise que vous pouvez prendre, vous pouvez arriver, il faut attendre, on va vous donner, vous n'êtes pas loin de prendre la relève. Voilà. Donc, une autre promesse que le président a eu à faire, mais de manière cryptée, comme l'ensemble de son message. Et nous allons donc voir, nous allons tout à l'heure développer de fond en comble ce message. Franck Dila Malembe, est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression que ce message était crypté? Non, moi, vous savez, j'aime les choses très très simples. Je ne pense pas que le message du chef de l'État ait été crypté. Je ne veux pas me lancer dans des analyses de sapologie pour en tirer des symboles. Moi, le seul symbole que je tire de là, c'est qu'on a un président de la République qui me semble plutôt fatigué par la charge et qui fait un discours dans un bunker, dans son lieu de travail, isolé et seul dans son bureau, et qui comprend bien que la tâche a été difficile et que la tâche est toujours difficile au vu des résultats, et que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand il en appelle dans son discours à utiliser un mot plus d'une dizaine de fois qui est le mot responsabilité, c'est encore une façon de plus de rejeter la charge de la faute, non pas sur les aînés qu'ils sont, mais plutôt sur le peuple et sur les jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle ces jeunes à plus de responsabilité au respect des aînés, à attendre, à être patient, à l'humilité et autres, c'est encore une fois, je pense, se tromper et ne pas reconnaître soi-même ce dont on n'a pas été capable. Donc ce mot qui a été utilisé très souvent dans ce discours lorsqu'on parle de responsabilité plus d'une dizaine de fois doit faire écho à une chose, c'est il nous faut faire très simplement une analyse du discours de 2023 et des promesses qui ont été faites. On sait que le 15 août, c'est un exercice auquel tous les chefs d'État
Quand je dis tous les chefs d'État, c'est un exercice auquel les chefs d'État se prêtent une fois dans l'année. Mais il faut quand même parfois revenir un peu en arrière dans le discours 2023 et voir un peu dans le fond des promesses qui nous ont été faites, parce que ça fait quand même une année, et faire le point. Nous avons parlé dans le discours de 2023, nous avons discuté de la fameuse lutte de la corruption. Et vous savez, la lutte contre la corruption fait justement écho à cette question de responsabilité. Nous avons parlé de diversification économique en 2023. Et justement, est-ce que cette diversification économique a eu lieu? Est-ce qu'elle est en cours? Et on doit parler de responsabilité. Donc, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que, très simplement, utiliser ce mot responsabilité est un peu une manière de dire au peuple congolais que soyez responsables. Et le peuple congolais, je sais que en regardant le président de la République à la télévision, aimerait lui poser la question, c'est avez-vous été responsable, vous? Voilà. Fortuna Ngolali, ce discours, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Le discours n'a rien de nouveau, hein. C'est juste c'est du déjà entendu. Donc, oui, mais les hommes politiques qui entourent le président de la République qui parlent d'une constance, d'une fidélité, d'une loyauté à son combat politique, puisque vous savez que la paix, la résilience, cette force à résister, l'optimiste, c'est ce qui a toujours caractérisé les discours du président de la République, pour ne pas dire lui-même. Donc on se rend compte que dans le fond, ce discours n'a rien de nouveau. L'année dernière, il appelait le peuple et même la jeunesse à la résilience. Il appelait on se souvient encore en 2021, il appelait les jeunes, lorsqu'il est allé voter dans le 5e arrondissement au Wenze, il appelait les jeunes au sens de responsabilité, d'être humble, d'apprendre, de se former. Donc on se rend compte qu'il y a en réalité rien de nouveau. On le disait tout à l'heure, c'est un devoir constitutionnel. Il le faut, c'est un devoir sacré. Alors aujourd'hui, c'est qu'il s'appuie sur un mot qui est aussi sacré, le sens de responsabilité. Le sens de responsabilité, c'est qu'il faut que vous assumez vos actes et que vous soyez capable d'assumer les conséquences de vos actes. Il faut que vous soyez capable d'assumer les décisions que vous prenez. Il faut encore, le sens de responsabilité voudrait bien que vous restez loyal. Il faut que vous respectez vos engagements. C'est ça le sens de responsabilité. Et quand on regarde ce qui s'est passé ce soir dans le discours du président de la République, c'est que la jeunesse, c'est très bien. Elle a été interpellée. On sait que la jeunesse, c'est le futur. Mais on a vu peu dans le discours du président, puisque quand on veut vraiment parler du sens de responsabilité, à notre avis, ou à mon avis, le président allait amorcer d'abord son discours par indexer ce qui n'est pas responsable, ou nous dire pourquoi il veut parler du sens de responsabilité. D'abord, les aînés. Rien n'a été dit. Est-ce que selon vous, on a en quelque sorte exempter ces aînés-là pour pointer du doigt les jeunes? Est-ce qu'on a exempté? C'est une sorte de fuite de responsabilité. Je peux dire ça dans ce sens-là. Lorsqu'il dit par exemple que nous sommes tous responsables de tous. Le problème n'est pas là. On ne peut pas, on parle d'un héritage, on parle de legs, on parle de cette jeunesse qui doit prendre le relais. La question, quel est le Congo que les aînés laissent à cette jeunesse? Qu'est-ce que les aînés ont fait? Pourquoi aujourd'hui on parle de cet héritage? Qu'est-ce que les aînés ont fait? Pourquoi aujourd'hui ces aînés interpellent cette jeunesse? La question est là, mais quand on regarde, il y a juste un fait. 14 000 milliards de francs CFA réservés aux générations futures. C'était pour permettre. C'était quoi? Un héritage. C'était quoi? Une sorte de legs qu'on laissait à cette jeunesse-là. Mais les 14 000 milliards, ceux qui l'ont détourné, puisqu'on n'en parle même plus, ce n'est pas cette jeunesse-là. Dans quel contexte aujourd'hui le Congo se trouve? Qu'est-ce que les aînés ont fait de ce Congo? Et quel est le relais? Le relais, c'est quoi? On va prendre, ok, la nouvelle génération, il faut être humble, il faut être respectueuse. Très bien, mais avec quel Congo? Le Congo où les valeurs sont totalement détruites, le Congo où on a érigé la corruption en mode de fonctionnement, de gestion. Est-ce que c'est ce Congo où on a des bébés noirs partout? Est-ce que c'est ce Congo qu'on veut confier aux jeunes? Où sont donc passées toutes les promesses des aînés? Qu'ont-ils fait de ces promesses? Moi, je pense que le discours devait quand même nous présenter ce que les aînés ont fait.
À quel niveau ont-ils laissé ce pays? Où veulent-ils laisser le pays? Dans quel état? Parce que si vous dites aujourd'hui, ok, nous avons construit les infrastructures, par exemple, aujourd'hui on a construit, par exemple, la route Brazzaville-Pointe-Noire, c'est dans un bon état, et si on vous lègue cette route-là, il faut que vous soyez capable de l'entretenir. Justement, il a parlé d'infrastructure. Oui, mais de l'entretenir. Mais le problème, c'est que, quel est aujourd'hui l'état de santé de la jeunesse congolaise? On parle de quelle jeunesse? Cette jeunesse affamée? Cette jeunesse qui manque d'emploi, cette jeunesse qui est en proie à tous les maux, cette jeunesse qui aujourd'hui qui prend aujourd'hui des armes blanches pour tuer. Est-ce que c'est cette jeunesse-là, quand on regarde même les statistiques au niveau des examens d'État, cette jeunesse n'est pas bien formée. Donc, le problème, c'est à ce niveau, le chef de l'État aurait pu brosser, nous présenter les responsabilités des aînés, jusqu'où ils ont laissé ce Congo avec donc à ce 64e anniversaire des indépendances et ce que doit faire réellement cette jeunesse. Mais on comprend simplement qu'on est dans un contexte où 2024 a été dédié à cette jeunesse-là et qu'on a vu avec le ministre de la Communication que rien ne sera possible cette année. Donc, en tout cas, tout ne sera pas possible. Surtout les 100 000 emplois. Dans leur il a entièreté. reconnu. Mais c'était les principales promesses de ce gouvernement. Je n'ai pas envie de rappeler d'autres. On a constaté que le PND, et là, le président de la République ne l'a pas dit dans son discours, il est resté sur 2022-2026, alors que le PND a été réajusté au Conseil des ministres, donc 2024-2026. Donc nous avons 2024, 2025 et 2026 sur les 3 ans qui restent. Et donc, on se rend compte finalement que la jeunesse est encore en difficulté et même pas capable de prendre le relais dans un état pareil. Blanc Constant et Barapéa, lorsque le président de la République parle du sens de la responsabilité, est-ce que c'est une fuite en avant comme on l'a entendu ici? Surtout par rapport aux jeunes. Hein. Il faut commencer par définir la chose pour que l'on sache et que tu saches de quoi il est question. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, de manière simple, c'est l'obligation qu'a une personne de reconnaître ses actes ou ses actions, d'en assumer l'entière des responsabilités et éventuellement de rendre le tablier. Voilà la responsabilité. J'ai fait ceci, j'ai échoué. Et en tant que responsable, je ne peux pas continuer à patauger, sinon ça sera un suicide collectif. À partir de ce moment-là, je rends le tablier. Bien. J'ai géré le pays pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Je me rends compte que je n'ai pas donné à mes compatriotes satisfaction. À partir de ce moment, je dis, je ne peux plus. En tant que responsable, j'assume ce que j'ai eu à faire et je rends le tablier où je passe le relais à une nouvelle génération où ma génération a fait ceci, voilà le bon, voilà le moins bon, voilà l'échec. N'est-ce pas ce qui a été dit en quelque sorte? Non, je n'ai pas eu l'impression parce que le président de la République essaie un peu de noyer le poisson dans l'eau. Voilà. C'est une fuite en avant et on veut engloutir tout le monde. Bon, attendez. Comment on peut dire que tout le monde est responsable? D'abord, on est responsable de quoi? Il faut circonscrire la responsabilité par rapport à quoi? S'agit-il de la responsabilité politique? S'agit-il de la responsabilité des échecs économiques? S'agit-il de la responsabilité de... Or, on est resté de manière globale, on ne dit pas de quoi il s'agit. Maintenant, à nous de faire l'interprétation et le commentaire. Voilà. Lorsqu'on dit responsabilité, il devait dire que nous avons pris le pays après le départ de Blanc, parce que lui, il est de cette génération. Le président de la République est rentré dans la fonction publique en 1962. Son décret a été signé en 1962 par le président Yulo. Donc, son entrée officielle dans les forces armées congolaises, c'est en 1962. Donc, 4 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Il est rentré très tôt dans la gestion de l'État, puisque à 36 ans, il est président de la République, à 32 ans, il est ministre de la Défense, sans compter les responsabilités antérieures. En 1964, lorsque le Congo part en Chine
pour la première fois, lui, il est dans la délégation. Donc, c'est quelqu'un qui a vu passer le temps des institutions, des présidents de la République, et aujourd'hui, il devient un patriarche. Il devait commencer à nous faire le bilan, comme il a commencé avec l'hommage qu'il a rendu au père des indépendances. Il aurait pu nous dire, voilà comment nous avons pris l'État, le pays, voilà, avec tout ce que nous avons connu, et voilà là où nous en sommes. C'est ce qu'il fait d'habitude. Il revient sur les infrastructures qui ont été construites, voilà. Maintenant, il nous dit, nous interpelle la responsabilité. Quelle est la sienne? Quelle est la responsabilité de sa génération? Quelle est la responsabilité de son gouvernement? Quelle est la responsabilité de ses collaborateurs? Quelle est la responsabilité de la jeunesse alors? Parce que nous sommes ici dans une posture où nous avons d'un côté les aînés sociaux, donc qu'il appelle les aînés, et de l'autre côté, les cadets sociaux que nous sommes. Alors, lui dit, les jeunes doivent apprendre à s'élever par les efforts et tout. Oui, c'est très bien. Mais il y a des jeunes de ce pays qui s'élèvent par les efforts, qui ont travaillé, qui ont étudié, qui se sont investis à faire des études. Mais quand ils finissent, ils rentrent au quartier, ils chôment avec le doctorat. C'est un pays, rare des pays où vous voyez quelqu'un avec un doctorat qui ne peut pas... Il n'a même pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Même des vacations pour en avoir, c'est difficile. Le recrutement, c'est difficile. C'est ce cas de l'université. Vous avez des enfants qui ont étudié, des ingénieurs et autres qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. On ne peut même pas les recruter. Parce que, je parle donc, je reviens encore une fois sur la parentocratie. Ça se fait sur son règne. Même si au temps de Youlou, il y en avait, bien sûr, au temps de Youlou, il y en avait, mais il aurait pu corriger. Il n'a pas corrigé cette injustice jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle est la promesse qu'on peut faire aux jeunes et quelle est la responsabilité des jeunes dans un environnement où vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient la main? Deuxièmement, quel est cet environnement où c'est l'État qui est le premier employeur et l'État ne peut pas employer tout le monde? Vous avez le climat des affaires qui ne marche pas. Il dit on va faire confiance à la justice. C'est très bien. Il y a le bébé noir qui tue. On a tué quelqu'un. On prend le bébé noir, on peut le mettre en prison. Le lendemain, la personne est dehors. Quelqu'un qui a volé autant de milliards, on prend, on met là-bas. Bon, écoute, on a donné une caution, on fait sortir et la personne va reprendre son siège. C'est ça la confiance qu'on veut voir à la justice? Non. Il faut qu'on soit sérieux. Le président de la République ne doit pas incriminer les jeunes ou appeler au sens de responsabilité de la jeunesse. Il y a deux types de jeunesse dans ce Congo. Il y a une jeunesse consciente, une jeunesse qui se bat matin, midi, soir, qui travaille, qui fait l'agriculture, qui se bat par ici, par là. Et il y a cette jeunesse majoritairement dominée par les fils à papa, qui on bombarde le poste de responsabilité par ici, par là, et ça se termine par la prédation. Nous le voyons dans ce pays. Maintenant, pour le reste, on va continuer le débat. Moi, je ne vois rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La seule chose que j'ai retenue, c'est la diversion. Voilà. Le président sait qu'il ne peut pas revenir sur les promesses. Vous avez vu, il n'a fait aucune promesse ce soir. C'est rare. Il n'a pas fait aucune promesse ce soir. Il a rappelé juste les promesses de 2023, qui sont d'ailleurs d'actualité. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on va voir ce qui va se passer. Moi, personnellement, je ne crois plus. Alors, Franck Dila Depuis Malembe, est-ce que ce discours est adapté aux circonstances actuelles? Est-ce que c'est ce que les Congolais voulaient entendre ce soir du président de la République? Est-ce que les Congolais suivent encore le discours du président de la République au vu des difficultés qu'ils vivent? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, s'il nous était permis aujourd'hui d'avoir le taux de DIMAT, de savoir combien de personnes suivent le discours, je suis persuadé que vous serez surpris par les chiffres. Non, pour ceux qui suivent. S'il vous plaît, Franck. Oui, je mets le lot dans ton fin. Je t'apporte un élément. Oui. Tout à l'heure, quand on attendait le direct sur Télé Congo, oui. Il était 19h58. Il n'y avait que 55 personnes qui attendaient le discours. 55. Bon, ça c'est sur Internet. Oui, sur Internet. Mais voilà. Sur la page de Télé Congo, oui, bien sûr. Donc, sur YouTube de Télé Congo, 55. Pour un baromètre. Ça peut indiquer, c'est quand même un indicateur. Oui, c'est un indicateur. Qui a 6 millions d'habitants, c'est quand même un indicateur. Le taux d'Internet aussi peut répondre, de pénétration d'Internet. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le taux d'Internet est quand même suffisamment bon. Non, moi, ce que j'aimerais dire très simplement aux citoyens qui nous écoutent, parce que moi, je m'adresse plus aux hommes politiques, entre guillemets, gouvernementaux, je n'y crois plus trop. On ne peut pas parler de responsabilité sans au préalable parler de sensibilité.
Il ne peut pas y avoir de responsabilité sans au préalable y avoir de la sensibilité. Tant que les hommes politiques, tant que ceux qui gouvernent ne seront pas sensibles aux souffrances de nos populations, lorsqu'ils ont des postes, lorsqu'ils auront des postes, lorsqu'ils seront mis à des fonctions où ils doivent travailler pour ce peuple, ils ne peuvent pas faire preuve de responsabilité. Il y a d'abord une triptyque qui est simple. Sensibilité, être sensible à ce que vivent nos populations. Ensuite, lorsqu'on a des fonctions, nous devenons responsables vis-à-vis de cette population. Et ensuite, lorsque nous sommes responsables, nous faisons preuve de réactivité. Nous réagissons en mettant en place des mécanismes pour pouvoir répondre aux besoins de cette population. Donc, il y a sensibilité, responsabilité et réactivité. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que de 2023 à ce discours aujourd'hui de 2024, est-ce que nos hommes politiques ont fait preuve de sensibilité? Lorsqu'on voit les chiffres, aujourd'hui, d'après, c'est pas mes chiffres, hein, moi je donne toujours les chiffres qui sont pas les miens, d'après les chiffres de l'OIT, vous avez 42% de notre jeunesse aujourd'hui qui se trouve en état de non-emploi. Et on parle même de 48 actuellement. Voilà, on parle de 48 si on met les chiffres à jour, mais vous êtes entre de 42 à 48% de notre population, de notre jeunesse, de 15 à 24 ans, si je ne me trompe pas, vous avez de 15 à 24 ans de nos jeunes qui n'ont pas d'emploi. Cette jeunesse à responsabiliser. Cette jeunesse qu'on souhaite responsabilité, mais dont malheureusement les acteurs politiques ne sont pas sensibles vis-à-vis de leurs souffrances. Vous avez un autre chiffre, vous avez plus de 50% de notre jeunesse, et lorsque je parle de jeunesse, là je monte un peu plus de 24 ans, qui se trouvent dans la situation de sous-emploi, qui ont des emplois, entre guillemets, qu'on considère comme étant des emplois précaires. Vous avez, je vais vous donner, je vais m'arrêter, je peux vous donner d'autres chiffres, mais je vais m'arrêter là, parce qu'on parle principalement, et le peuple, entre guillemets, le président de la République demande à notre jeunesse de faire preuve de responsabilité. Donc, la situation aujourd'hui de la jeunesse, qui ne date pas aujourd'hui de 2020, qui ne date pas de 2024, mais qui a bien commencé en 2023. Donc, on a un taux de chômage qui, au lieu d'être réduit, a augmenté de 2023 à 2024. Nous avons décrété une année de la jeunesse. Certains vont vous dire que oui, on ne peut pas résoudre les problèmes de la jeunesse d'un coup de baguette magique, mais la question c'est, est-ce que le gouvernement Makosso aujourd'hui a pris les mesures, a pris les réformes nécessaires pour, entre guillemets, permettre aux jeunes de se prendre en charge? Est-ce que vous avez senti ces réformes-là? Est-ce que vous les avez énumérées? Est-ce que vous avez vu un changement, une évolution? Non, ce que nous avons senti, c'est que justement le gouvernement Makosso aujourd'hui fait plus confiance, entre guillemets, aux investisseurs étrangers, pour ne pas dire les investisseurs rwandais, entre guillemets, pour aujourd'hui stimuler l'économie congolaise que, entre guillemets, d'autonomiser la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où l'une des mesures phares du gouvernement Anatole Coliné Makosso, ça a été, et ce qui est le débat actuel du jour, ça a été de céder nos terres en considérant que... Le gouvernement ne parle pas de cession. Oui, de concession. On parle de cession. Il parle de quoi, au fait? Voilà, etc. La mesure phare de ce gouvernement a été de considérer que des ressources étrangères sont plus importantes que les ressources nationales. Que cette année de la jeunesse, il a été plus important d'autonomiser des ressources étrangères que des ressources nationales. C'est la mesure phare. Et donc, aujourd'hui, on passe à un taux de chômage pour cette jeunesse de plus de 48%. Il faut se poser la question si, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que le gouvernement fait preuve de sensibilité lorsque nous avons des chiffres pareils? Non, je ne pense pas. Et donc, je veux aussi revenir sur autre chose. Ce fameux PND 2022-2026. Réajuster. Oui, le mot réajuster, c'est comme cette fameuse émergence qu'on attendait en 2025, qui a été aussi réajustée. Ce PND 2022-2026 qui a été aussi réajusté. D'après le dernier discours, si je ne me trompe pas, de M. Thierry Mongala, porte-parole de notre gouvernement, qui a semblé dire que d'une certaine façon, tous les problèmes de la jeunesse ne pourront pas être résolus en cette année 2024 et que ce qui n'est que raisonnable. Non, je ne pense pas que ce soit raisonnable. Je ne pense pas. Il ne faut pas aujourd'hui que ceux qui nous écoutent pensent que lorsque des hommes politiques disent qu'ils vont mettre en place des réformes et lorsqu'ils n'atteignent aucun de leurs objectifs, c'est raisonnable. Non, il faut le dire clairement, ce n'est pas raisonnable. Il y a un certain nombre de réformes qui ne sont pas demandées depuis 2024, mais qui sont demandées depuis 2023. Je vous citerai un exemple très simple, le FIGA.
qui avait pour objectif, entre guillemets, de permettre d'améliorer le climat de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, etc., de notre pays. 2023, c'était une mesure phare. Le FIGA, par exemple. Est-ce qu'en 2024, nous nous sommes posé la question de savoir si nous avons redonné les moyens à ce FIGA d'être opérationnel pour permettre à ces 48% de jeunes qui se trouvent au chômage d'être capables d'être autonomes aujourd'hui? Non. C'est l'une des mesures justement de ce PND réajusté. Qui n'a pas été, nous sommes en 2024, année de la jeunesse, qui malheureusement, lorsqu'on parle de réajustement, ce sont excusez-moi le terme, c'est un peu des promesses politiques, pour ne pas dire du verbiage politique. Je ne suis pas un philosophe, mais ce que je veux dire par là, c'est que le peuple aujourd'hui, lorsqu'il écoute ce discours, attend un mot qui a été utilisé lors d'un discours précédent, qui est le mot rupture. Nous attendons je ne sais plus c'était quelle année la fameuse rupture, je crois que c'était une année 2016-2017, etc. Si on ne se trompe pas sur ce plateau, ce fameux mot de rupture aurait été un mot qu'il aurait fallu remettre sur la table. 2020-2021, d'accord. Et donc ce fameux mot, rupture, c'était le mot de circonstance. Aujourd'hui, parce que M. Constant Ibarra et M. Fortuna l'ont dit, que ce discours, c'était un peu un passage à témoin. Le président de la République, nous l'avons vu seul dans son bureau isolé. D'autres analystes y ont vu autre chose en parlant je dirais que le président de la République, c'est le chef, il est au travail. Non, moi je l'ai senti un peu sur la fin. Nous avons un président de la République qui souhaite passer le témoin, mais qui ne sait pas trop comment, et je le comprends. Et là-dessus, je le comprends. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle qu'au-delà du fait qu'il se sent être sur la fin, quand j'ai dit la fin, on se sent être sur la fin, on sent un président de la République fatigué qui souhaiterait passer le témoin, mais qui, en face de lui, comprend très bien qu'il a du mal à choisir quelles seraient les personnes. Et lorsqu'il parle de responsabilité, je crois comprendre qu'il ne s'adresse pas aux jeunes. Je pense plutôt qu'il s'adresse à son clan, qu'il s'adresse à son clan politique, qu'il s'adresse à son parti politique qui est le PCT, en leur rappelant que nous n'avons pas non seulement fait preuve de sensibilité, mais que nous sommes dans une situation que si nous ne faisons pas preuve de responsabilité aujourd'hui, cette jeunesse à qui on croit qu'il demande de faire preuve de responsabilité risque, au vu d'il n'y a pas longtemps, vous allez dans certains quartiers nord aujourd'hui, lorsque vous voyez le taux de violence qu'il y a, cette jeunesse qui s'exprime par la violence, dans quelques années, risque de le faire comme ça a été fait dans certains pays, de nous faire vivre le chaos. Et donc, lorsque le président de la République nous demande d'aimer le Congo, il ne s'adresse pas à nous, peuple congolais, principalement. Il s'adresse d'abord à lui-même et à ceux qui forment son entourage. Aimer le Congo, aimons le Congo. Parce que le Congo, on n'a pas besoin d'être aimé. Le Congo nous a tous offert. Nous avons l'or, nous avons le bois, nous avons le diamant, nous avons le pétrole qui représente un chiffre plus de 85% jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on nous a promis, entre guillemets, la diversification de l'économie. Sur l'aspect économique, Fondila Malembe, le temps de donner aussi la parole à d'autres intervenants sur ce plateau. Mais avant, je vous propose ce flashback en 2023 sur ce que disait le président de la République lors du même type de discours. Suivez. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d'ajustement en application. Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires pour impulser un sursaut bénéfique à l'origine de performances exemplaires. Sous notre drapeau tricolore, vert, jaune, rouge, ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d'ajustement en application. Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires
pour impulser un sursaut bénéfique à l'origine de performances exemplaires. Sous notre drapeau tricolore, vert, jaune, rouge, ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Alors, Fortuna Ngolali, vous avez suivi le président de la République. Alors, dites-nous, cette année, il parle dans le discours qu'on a tous suivi il y a quelques heures des réformes douloureuses, il a souligné, dont les résultats ne sont pas ou ne seront pas immédiats. Oui, mais ça, il faut le comprendre que les premières réformes dont il parle, c'est d'ailleurs, quand on vient de suivre cet élément, c'est ce que le Premier ministre avait dit dans les 12 batailles, c'est que les procédures, sinon les accords avec le FMI, ne devraient pas impacter le social des Congolais. Donc, c'était l'engagement du gouvernement de protéger les Congolais face donc aux exigences du FMI, parce qu'on sait que souvent les politiques d'austérité du FMI sont souvent très très difficiles. On en a parlé ici plus d'une fois que on a vu plusieurs pays s'asphyxier totalement, même le Congo a subi ça en 91 et bien avant, où avec le FMI il n'était plus possible de payer des fonctionnaires. Donc le gouvernement avait pris l'engagement de protéger tant soit peu la population contre donc ces mesures aussi difficiles. Donc quand il parle des réformes, et c'est parce que le FMI a quand même exigé beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on constate qu'on ne paye plus les bourses des étudiants, parce que le FMI demandait au gouvernement de voir des dépenses utiles ou de supprimer les dépenses inutiles, selon le FMI. Vous avez également dans ces réformes avec le FMI la lutte contre la corruption. Vous avez également avec le FMI la mise en place de tout ce fameux projet, comment on appelle, budget programme. Donc il y a eu pas mal et puis l'augmentation du carburant au Congo, c'est aussi l'exigence du FMI. Mais le gouvernement, à ce niveau, vous l'avez constaté, s'est impliqué pour que l'augmentation, par exemple, du carburant n'impacte pas sur l'augmentation, sinon le prix du transport. Ça, on a vu. Aussi que ces mesures n'impactent pas sur l'école, le fonctionnement de l'école, sur la régularité des salaires des fonctionnaires, aussi sur la régularité des pensionnaires, des retraités. Malheureusement, avec les retraités, c'est un peu difficile. Donc, quand il parle des réformes, il fait allusion à tout cela, mais c'était pas des réformes faciles. Pourquoi? Parce que le gouvernement a beaucoup hésité, mais vraiment beaucoup hésité à s'engager à appeler le FMI. Ce n'est pas pour la première fois, parce que, regardant un peu dans le rétroviseur, le passé n'était pas toujours facile avec le FMI. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui de tout ce qu'a dit le président, vous avez posé la question, est-ce que ce discours est adapté ou pas? Moi, je peux vous dire que ce discours est loin de la réalité actuelle. Voilà, c'est loin de la réalité actuelle. Même si nous sommes dans le contexte des festivités des 64 ans de l'indépendance du Congo, ce discours est loin de la réalité. L'indépendance après 60 ans, donc après 64 ans, ce n'est plus de faire la guerre à la France qui nous avait colonisés. L'indépendance aujourd'hui, c'est que le Congolais se sente totalement libre et au même niveau qu'un Français. Et que le Congolais, le jeune Congolais qui est ici, qui est à l'école, qui fasse ses études comme le fait un jeune Français ou encore un jeune Chinois ou encore un jeune Camerounais. Et c'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est qu'un jeune Congolais dorme dans les bonnes conditions, qu'un jeune Congolais, après ses études, trouve de l'emploi, comme nous le voyons ailleurs. Mais aujourd'hui, quand on regarde, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que on ne peut pas occulter, sinon éluder tous ces problèmes et parler de l'héritage. Parce que aujourd'hui, l'indépendance, en réalité, elle n'est pas totale, même quand on parle de la souveraineté de l'État ou sinon la restauration de l'autorité de l'État. Mais écoutez, la corruption, parce que aujourd'hui, c'est l'un des mots qui freine le développement du pays. Mais lesquels détournent? Ils sont connus de tous. Lesquels freinent le développement? Ils sont connus de tous. On est à peu près dans le principe de Pareto, cet Italien qui disait que vous avez le pouvoir qui est tenu par 20% d'individus et contre 80% de la population. On est dans ce contexte où il y a peu de gens
qui ont pris le pays en otage depuis quelque temps. Et malheureusement, rien ne se fait. Donc, on ne peut pas aujourd'hui appeler les Congolais ou les jeunes à prendre le relais, à la résilience, à tenir debout, à espérer, à vivre dans l'espoir. Si ce qui paraît visible aujourd'hui ne rassure personne. C'est même très difficile d'avoir un bon sommeil quand vous n'avez pas mangé. C'est difficile aujourd'hui d'avoir un bon sommeil quand vous n'êtes pas bien nourri, quand vous n'êtes pas bien soigné, quand vous n'avez pas pu payer l'école pour vos enfants. Ce n'est pas facile pour les parents. Je le disais à quelqu'un que la plupart des Congolais qui meurent dans ce pays, ils ne meurent pas parce qu'ils sont réellement malades, parce qu'ils manquent le minimum pour vivre. Ils sont plongés dans les soucis nuit et jour. Et comment permettre à ce Congolais de vivre longtemps s'il ne peut pas faire face à ses besoins ou aux défis quotidiens? Et donc, on est encore loin, donc ce discours est loin de la réalité. Et comme vous l'avez dit, l'année dernière, on a constaté le président parler de la résilience, prendre l'engagement, mais cet engagement, le sens de cette responsabilité, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas respecté. Est-ce que ce n'est pas du négationnisme aussi, Boni Fortuna Ngolali? Non, moi je parle sur les faits, je n'invente rien, je ne suis pas dans la science-fiction. Voilà, je n'ai pas envie de rappeler beaucoup de choses. Je vous prends le cas du FIGA. Le FIGA, ça a été conçu pour la jeunesse, n'est-ce pas? Le FIGA aujourd'hui ne fonctionne pas. Le gouvernement avait promis des tas de choses. Il faut donc trouver de l'emploi aux jeunes. Il faut recruter 100 000 jeunes cette année. Il faut protéger les jeunes contre le banditisme. Il faut que l'éducation soit performante. Il y a eu tas de promesses, mais quelle est la réalité aujourd'hui? Est-ce que les jeunes Congolais ont réellement accès aux soins de santé? Est-ce que les jeunes Congolais sont bien formés? Même ceux qui quittent le Congo, on a aujourd'hui pratiquement près de... Je n'ai pas des chiffres comme... Mais il y a des milliers de jeunes Congolais qui ont quitté le pays pour aller se réfugier, sinon, entre guillemets, se retrouver en France. Les jeunes ne croient même plus à ce Congo. Combien de jeunes nous disent tous les jours que je veux quitter le Congo, que je veux quitter le pays? Simplement parce que le pays a commencé à faire peur à ses enfants, à ses fils. Donc, on ne peut pas susciter de l'espoir dans les conditions actuelles, c'est-à-dire dans le statu quo. Il faut que ça change. Il faut que les actes suscitent l'espoir. Ce ne sont plus les discours. Il faut que les actes dans leur ensemble suscitent de l'espoir. Mais si les actes ne suscitent pas de l'espoir, ce serait difficile qu'on croie à la Bible si on ne voit pas les miracles. Blanc Constant et Barapéa, est-ce que le président de la République reflète ses discours, en l'occurrence celui que nous venons de suivre? Pour reformuler votre question. Alors, je disais tantôt que, est-ce que le président de la République, dans son message, sinon dans le contenu de son message, reflète ce message-là? J'ai dit tout à l'heure que c'est du réchauffé à la micro-onde. C'est-à-dire, c'est le même discours qu'on produit. Il n'y a pas d'arrière changé de toute manière. C'est le même discours. Et je n'ai rien vu de nouveau. Sauf que le président tente, comme toujours, d'appliquer la bétadine sur une plaie infectée et profondément infectée. Et regardez, Fortuna parlait tout à l'heure de cette jeunesse qui a perdu l'espoir. Mais il n'y a pas que les jeunes qui perdent l'espoir. Il y a même les jeunes certaines personnalités qui sont proches de lui, aussi bien administrativement que générationnellement, qui sont en train de chercher d'autres à se naturaliser à plus de 60 ans. Vous parlez du ministre Silou? Oui, mais on donne le ministre Silou. Nous avons vu le ministre Yoka qui a eu la nationalité béninoise. C'est un droit? Je ne dis pas le contraire. Je suis sur le registre de l'image, sur le registre du symbolique. C'est très important. Et deuxième élément qui me laisse penser que le pays fait peur et le pays ne rassure pas. Nous avons eu combien de chefs d'État qui sont décédés à l'étranger, sans compter les deux qui ont été assassinés. Mais vous prenez le président, puisque nous parlons des indépendances, vous prenez le président Yulu, est mort à l'étranger. Vous prenez le président de Souba, est mort à l'étranger. Vous prenez le président Yombi Opongo, est décédé à l'étranger.
Et la plupart des cas, lorsque vous êtes ministre au Congo, vous occupez une poste de responsabilité, et un poste de responsabilité, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? On fait un effort d'avoir un logement en France. Les enfants étudient là-bas, les vacances là-bas, madame est là-bas avec les enfants. Ça veut dire que le pays ne rassure pas. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre ça, ou en sociologie pour comprendre ça. D'où cet appel au sens de la responsabilité, comme Franck Ziegler le disait aussi à ses aînés-là. Très bien. Moi, je suis dans l'enseignement supérieur, enfin, je suis dans les écoles ici au Congo, l'enseignement supérieur, Institut Marion Gwabi. Moi, je n'ai pas encore vu un neveu immédiat ou un fils ou un petit-fils du président de la République étudiant à Marangwabi, à l'exception de notre regrettée sœur, Madame Edith Bongo, qui faisait la fierté de ce pays, paix à son âme. Ça montre que, et les responsables se soignent ou quand ils sont malades, à l'étranger. Donc, tous les indicateurs sont au rouge, qui nous permettent de ne pas croire à ce que dit le président aujourd'hui. Les femmes vont même accoucher au Maroc, passer ici. On n'est pas sûr que quand vous rentrez le bloc d'accouchement, vous allez sortir en bon état. Voilà. Donc, il ne reste que nous, les prolétaires, ou bien les Congolais, les en bas d'en bas, qui fréquentent ces établissements sanitaires. Donc, il y a les éléments, on peut tenir le discours, mais il y a les éléments qui ne trompent pas. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants, des ministres qui ont dirigé ce pays, après la cessation des fonctions ministérielles, dans la plupart des cas, ils se retrouvent à l'extérieur. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Je pense que, pardon, docteur, moi je pense qu'il y a un autre aspect quand il dit que ça ne rassure pas, c'est peut-être ça aussi, indirectement, l'appel que le président lance à cette jeunesse-là. Est-ce que le président n'est pas aujourd'hui dans le contexte où il dit, finalement, je ne peux plus faire confiance à ceux de ma génération, et d'ailleurs ils ne sont plus nombreux, ou encore ceux à qui j'ai fait confiance jusqu'ici, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut peut-être tendre la main à cette jeunesse-là, mais il se rend compte aussi que cette jeunesse-là n'est peut-être pas aussi prête, que cette jeunesse-là est peut-être évasive, que cette jeunesse-là n'est pas suffisamment concentrée sur les enjeux de l'heure. Peut-être qu'ils se rendent aussi compte que cette jeunesse-là ne comprend pas ce qu'il veut faire actuellement, puisque on sait quand même qu'il a intégré 4-5 jeunes au gouvernement. Finalement, ils étaient éjectés. Est-ce que c'est pas aussi le fait de dire à cette jeunesse-là que finalement, je veux quand même vous associer dans ce que je fais. J'ai envie quand même de vous déléguer ce pouvoir-là. Mais je me rends compte que vous êtes trompé. Pourquoi? Il y a aussi ce qu'il faut rappeler, cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Moulée dans la politique pour la plupart, d'entre ces jeunes-là. Ces jeunes-là, c'est ceux qui aujourd'hui courent derrière tous ces hommes politiques. Ils ne réfléchissent plus, ces jeunes, pour la plupart. J'ai la parole, non? Attendez une seconde. Blanc Costa a la parole. Attendez. Bon, j'ai ravi la parole au docteur. Comme toujours, vous faites beaucoup d'attaques. Non, j'aimerais juste faire une parenthèse. Très rapidement, oui. Mais le président de la République, lorsqu'il parle de la jeunesse, il y a un mot-clé. Ce qu'il faut pouvoir, lorsqu'il dit de cette jeunesse montante, il ne s'adresse pas à la jeunesse congolaise. Il s'adresse à la force montante qui est, entre guillemets, leur vivier, entre guillemets, de recrutement. J'allais trouver peut-être un mot qui ne convient pas. Est-ce que ce n'est pas réducteur, puisqu'il parle de génération montante et future? Non. Est-ce que ce n'est pas réducteur? Non, les mots ont leur sens. Est-ce que ce n'est pas réducteur de s'arrêter à un parti politique? Majoritairement, les jeunes qui aujourd'hui sont intégrés, pour reprendre le terme qu'a utilisé elle-même une jeune qui a été intégrée, ce sont les fils à papa qui sont intégrés. C'est du réseautage, entre guillemets. Ce n'est pas, entre guillemets, cette jeunesse plurielle, cette jeunesse congolaise dans son ensemble qui devrait monter et qui ne monte pas. Non, c'est ce vivier de cette force montante qui a échoué, il faut le dire, cette force montante congolaise qui est représentée, cette jeunesse qui, entre guillemets, devait peut-être reprendre l'appareil gouvernemental demain, qu'ils ont essayé d'intégrer et qui a échoué, à qui ils appellent à plus de responsabilités. Cette jeunesse congolaise que nous avons vue au Parlement, qui n'est pas capable de s'exprimer, qui n'est pas capable de faire des propositions justement qui vont changer le quotidien des Congolais demain et aujourd'hui, le président de la République s'adresse principalement à cette force montante, à cette jeunesse montante-là. Il y a une véritable jeunesse, la jeunesse plurielle congolaise, il y a une véritable jeunesse qui pourrait faire les choses. On la voit et je la connais pas.
je le connais pas personnellement, mais j'aimerais citer, par exemple, Congo Télécom, qui est une jeunesse forte, qui aujourd'hui est un exemple pour le Congo. Voilà le bon choix. Mais il faut que cet exemple soit, entre guillemets, un exemple qui soit, entre guillemets, plus généralisé. Le docteur tout à l'heure n'était pas d'accord avec l'opinion, l'avis de Fortuna Ngolali. De quelle jeunesse le président de la République parle-t-il? Je vais arriver, mais j'aimerais d'abord finir sur ce que je disais. Ça ne rassure pas. Est-ce que vous pouvez imaginer un scénario? Je le dis avec beaucoup de douleur. Parce que j'ai écrit ça sur les papiers, j'ai lu, après j'ai déchiré cette analyse. Mais je le dis avec beaucoup de douleur, beaucoup de pincement de cœur. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui? On se réveille le matin, je ne le souhaite pas, tout être mortel. Mais nous nous retrouvons dans la situation du Gabon, on nous appelle le matin, dit, ben, le président de la République ne s'est pas réveillé. Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel contexte le Congolais va se retrouver? Est-ce que notre pays est pacifié? Regardez la violence. Ça, un jour, on peut se permettre de s'empiffrer des bières partout, mais on ne pense pas à cette question. Si le Congo rassurait, l'élite dominante, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, devraient passer les vacances ici. Le président Marion Ngouabi passait ses vacances à Ombélé. Et la plupart des dirigeants, un aîné m'expliquait quand je menais mes enquêtes, pourquoi on a créé l'hôpital militaire. Parce que je crois que c'est la femme du président Marion Ngouabi qui devait accoucher là-bas. Il y a eu je ne sais pas quoi et on a décidé de créer l'hôpital militaire. Allez regarder l'hôpital militaire, combien de femmes de officiers accouchent là-bas. Ça ne rassure pas. Et s'il y a héritage que le président de la République doit laisser aux Congolais, c'est l'assurance. Cette assurance du Congolais de croire au Congo. Malheureusement, on ne croit pas malgré le discours parce que la réalité est tout autre. Vous parlez de la jeunesse, madame. De quelle jeunesse il s'agit? Est-ce que le président de la République connaît les jeunes? Lorsque vous dites que la jeunesse n'est pas responsable, ça c'est de l'insulte. Vous insultez les jeunes qui travaillent, qui étudient, qui se battent. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous partez à la patte d'oie, vous allez voir les jeunes étudiants qui travaillent, qui lisent, qui bossent là-bas. La jeunesse, la seule jeunesse que le président connaît, c'est la jeunesse quand le président tout le temps. Le président de la République n'a plus la même énergie qu'il avait au temps de Sassou 1, où il pouvait circuler dans sa voiture, il pouvait regarder ceci. Bon, quand il y a des cérémonies, le président quitte le palais, il vient à l'Assemblée nationale, et il y a un parterre de jeunes qu'on présente, de la force flottante. Excusez-moi, la force montante. Voilà. Et c'est cette jeunesse qu'on présente, que le président salue, que le président a l'habitude de voir. Lors de la présentation de vœux, on tire cette jeunesse sur le volet, et c'est cette jeunesse qui vient saluer le président de la République, et l'image que le président a, c'est de cette jeunesse. Mais regardez le parcours de cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui est représentative. On dit que c'est la jeunesse qui a fait ceci. Non. Et le président, à partir de ce discours, devrait s'ouvrir. Nous comprenons que le président est en difficulté. En difficulté par rapport à son entourage. Je ne sais pas si nous en allons revenir là-dessus. On a vu comment son ministre de la Communication est venu annoncer brutalement que les 100 000 emplois ne seront plus possibles. Mais c'était un aveu d'échec. Quelles sont les conséquences politiques de cette déclaration? Même une faute politique grave. Voilà la responsabilité est là. Ouais. Quelles sont les conséquences politiques, je dis bien politiques, de cette déclaration? Voilà. C'est parce que nous avons un État où l'opposition n'existe pratiquement plus, où on n'a pas de moyens. Sinon, en 2026, qu'est-ce que le président peut présenter aux Congolais? Vous avez évoqué le PND qui a été réajusté. Centré aux besoins des jeunes, oui. Très bien, mais a-t-on mobilisé des fonds pour le financer? Est-ce qu'on va s'endetter? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que le disque il n'y avait pas assez de financement et puis c'était très audacieux, bon, on réajuste. Est-ce que... Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Je ne sais pas. Peut-être qu'on en aura en Chine ou bien en Russie ou bien Azerbaïdjan, je ne sais pas trop. Mais attendez moyen. D'accord. À qui on va confier les responsabilités? Monsieur le président de la République, après ce discours, que vous avez évoqué la responsabilité de chacun et de tous, Le gouvernement faites montre de la vôtre.
Parce que l'équipe gouvernementale, votre équipe gouvernementale actuelle, c'est un gouvernement sous réserve de ce qu'il y a les ministres qui sortent quand même de l'eau, peut-être un ou deux, peut-être, mais c'est un gouvernement qui a battu tous les records de l'impopularité. La conséquence politique, monsieur le président, en 1975, lorsque le président Mariam Gwabi a fait sa déclaration du 12-12, la conséquence politique, c'était de réajuster la structure gouvernementale en instaurant ce qu'on a appelé l'état-major spécial révolutionnaire, à l'occasion de laquelle vous êtes rentré au gouvernement comme ministre de la Défense. Vous appelez au remaniement? C'est ça? Au changement radical, c'est-à-dire qu'il faut la radicalisation. Mais les faits nous donnent raison. Il faut une radicalisation systémique et systématique. On ne peut pas continuer à caresser dans le sens du poil. Ça ne changera rien, monsieur le président. Voilà le titre, le sens de la responsabilité qui vous revient en tant que celui qui a la légitimité de conduire les conduites et d'agir sur les conduites. Il faut changer radicalement de la politique. Et lorsque vous parlez des jeunes, prenez le soin de regarder le profit des jeunes. Il y a des jeunes qui ont le profit d'ailleurs même. Ce n'est pas la jeunesse qui attribue la compétence. Il ne faut pas penser que c'est la jeunesse qui attribue la compétence. Donc, parmi ceux qu'on dit les vieux, il y a aussi ceux qui ont de la compétence qui peuvent apporter l'expertise. Mais, la génération... Oui, très vite pour chuter Ibarapéa, oui. Sa génération n'est plus là, aujourd'hui. Il est resté, comme parlait Fukuyama, le dernier homme. Et nous partons, je comprends l'inquiétude du président de la République. On va vers le changement générationnel et intergénérationnel. Et au sein même de son appareil politique, au sein même de son... La force montante? Non, pas la force montante. Au sein même de son clan, de clan politique, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus préoccupés par la guerre de succession. Quel Congo il va nous laisser? Quel Congo? Avec quelle jeunesse? Lorsqu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'emploi. L'insécurité généralisée. J'ai perdu il y a 2 jours mon cousin qu'on a découpé en pièces détachées à Talangaï. Alors, justement, en parlant de sécurité, il y a une opération qui est en cours, mais je voulais faire ce pont, parce que vous avez parlé d'opposition congolaise juste avant la déclaration, sinon le message du président de la République. L'UPADES a aussi fait une déclaration, et dans cette déclaration, ce parti de l'opposition est revenu sur les mots qui freinent le développement du Congo, notamment le tribalisme. On parle de tribalisme, de corruption. Est-ce que vous pensez que ce sont là ces mots qui freinent le développement, comme ils l'ont dit? C'est l'UPADES qui dit ça? Non, je pose la question, je n'ai pas bien compris. C'est l'UPADES? C'est l'UPADES qui le dit. Ben, écoutez, l'UPADES est un ministre au gouvernement. D'accord? Deuxièmement, le président de l'UPADES, le premier secrétaire de l'UPADES, l'honorable Nsatima Biala, reçoit un traitement assidu du gouvernement. C'est constitutionnel. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. La loi, c'est la codification de rapport de force. La loi aussi, c'est l'encadrement juridique des phénomènes sociaux. Donc, si on veut légitimer, si j'ai le pouvoir, je veux légitimer une action, je vais passer par la loi. Et puis, d'accord. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'il commence par renoncer à ces émoluments en tant qu'opposant, où il bénéficie des voyages. Il peut représenter le président de la République à l'étranger, accompagner le président de la République avec le budget de fonctionnement qui s'élèverait à des centaines de millions de francs CFA par an. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Même si ce qu'il dit est vrai, mais lui il fait partie du système. Et vous pensez vraiment que le président Tassima Biala est dans les dispositions de conquérir le pouvoir devant le président de la République? Non. C'est un gouvernement de Vichy, excusez-moi l'expression, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le gouvernement de Vichy, c'est le gouvernement les Français qui ont collaboré avec les nazis, le maréchal Pétain. C'est une parenthèse. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai que la corruption est là, elle est endémique d'ailleurs. Le tribalisme, je ne pense pas. C'est pourquoi je parle de la parentocratie en lieu et place du tribalisme. Ce sont les relations de parenté qui gouvernent la parenté sous toutes ses formes. C'est pas le tribalisme. Allez à Olombo. Il n'y a aucune voirie urbaine à Olombo. Allez à Gamboma, il n'y a aucune voirie urbaine à Gamboma. Allez à Tchekapika, il n'y a aucune voirie urbaine à Tchekapika. Regardez comment les gens étudient à Olombo.
Je parle au nom par rapport à sa proximité, même à Oyo. Donc, c'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème est ailleurs. C'est-à-dire la République des réseaux, le cartel, où les gens s'entendent pour massacrer l'État. C'est une connivence au niveau des élites. D'où qu'elles viennent. Aujourd'hui, il n'y a plus des élites qui vont dire que non, c'est le PCC qui pille. Non, tout le monde prend sa part. Tout le monde que ce soit prend sa l'opposition. part. Mais la preuve, c'est que le ministre, le chef de file de l'opposition a une rente viagère. Nous retenons que le message, c'est celui-là, c'est le messager qui cause problème. Franck Dila Malembe, est-ce que le sens de la responsabilité dont parle le président de la République ne s'accorde pas avec cette déclaration de l'UPADES? Sincèrement, moi, je ne souhaite plus commenter les mots de l'UPADES. Je pense que l'UPADES, je ne sais pas quoi vous dire. Ne sont-ils pas légitimes pour dresser ce tableau? Non, je pense que l'UPADES est un parti, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, est un parti membre du PCT. Et que monsieur Tsatsi Mabiala ou monsieur Honoré Tsaï, justement, n'ont plus rien à proposer au peuple congolais, n'ont jamais rien proposé au peuple congolais, à part quelques discours. Non, excusez-moi, vraiment, l'UPADS, pour moi, c'est triste et c'est encore triste. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur le fait que le président de la République nous ait parlé d'expérience qu'il souhaiterait qu'il faut qu'il y ait une génération qui transmette une expérience particulière et à cette fameuse jeunesse. Montante et future. Oui, montante et future. Moi, je pense que je continue à dire lorsque tout à l'heure j'ai parlé de la force montante, je suis convaincu, et je le sais, tout comme je l'ai dit une fois au PCT, vous avez au sein de la force montante une jeunesse de qualité. Et je n'ai aucune accointance avec cette jeunesse, mais il y a au sein de la force montante, des jeunes qui, intellectuellement parlant, qui, sur le plan de vue du leadership, franchement, ont énormément de qualité. Mais malheureusement, vous savez, lorsqu'on fait partie d'un appareil politique dont ceux qui sont censés transmettre cette expérience, transmettent une expérience politique, économique, psychologique, qui est celle que vivent les Congolais aujourd'hui et qui ne fait pas preuve de sensibilité vis-à-vis de ce peuple-là, fait que cette future jeunesse dont le président parle lorsqu'il parle de jeunesse montante, a déjà, d'une certaine façon, s'est habillé, s'est vêtu de ces traits particuliers qui sont des traits qui détruisent le Congo. Donc, je le dis au sein de cette force montante, parce que lorsque les mots ont un sens, lorsque le président de la République parle de jeunesse montante, ceux qui ont écrit ce discours-là parlent de cette force montante et souhaitent entre guillemets, leur faire un clin d'œil en leur disant « Nous vous avons oublié, mais ne vous en faites pas, on pensera à vous un jour. » Ça reste une interprétation. Voilà, oui, ça reste une interprétation, comme certains ici ont interprété le fait que le président s'habille en violet, en bleu. Moi, je considère que loin de moi cette histoire-là. Hein, oui, je le sais, mais ça n'a aucune incidence sur le fond. Non, ce que je continue à dire, c'est que le président de la République, lorsqu'il parle d'expérience, il faut se poser la question de savoir quel est cet héritage, quelle est cette expérience qu'ils ont transmis à une jeunesse qui, lorsqu'ils ont été nommés au gouvernement, ont fait preuve malheureusement de choses qui ont plutôt détruit le Congo que de le construire. Et ça, c'est ce qu'il faut noter. Quelle expérience, quel héritage on va transmettre à cette jeunesse-là? Franchement, il faut la chercher. Je n'y vois rien. Alors, on va boucler cette émission parce qu'on a longtemps épilogué sur le fond, quelquefois la forme de ce discours. Franck Dila Malembe, je commence par vous pour le dernier tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif de ce discours? Parce que tout n'est pas négatif. Oui, moi, ce que je retiens de positif, c'est que le président de la République nous dit d'aimer le Congo. Et je continue à dire au peuple que, au-delà de tout ce que le président de la République n'est plus capable de faire, aimons le Congo,
continuons à considérer que notre pays et que les uns et les autres et que quelle que soit la région où nous sommes, quel que soit là où nous sommes, continuons de nous aimer entre nous, continuons d'avoir foi en ce que le peuple est capable de faire et ce que le peuple va faire d'ici quelques années, c'est-à-dire se réveiller et malheureusement balayer toute cette classe politique. Continuons à considérer que le Congo nous aime et que nous devons nous aimer les uns les autres. Blanc Construit Barapéa, l'amour, c'est ce qui doit être retenu de fondamental. Mais écoutez, l'amour d'un peuple ne s'achète pas, ne se mendie pas, il est naturel. L'amour que nous avons pour le Congo, on n'a pas besoin de nous le rappeler. Pourquoi? Vous allez voir, lorsque les Diables Rouges jouent au Congo ici, malgré les déconvenus, vous voyez comment les Congolais se déplacent pour aller soutenir l'équipe nationale. Le Congo aime son pays. Mais il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle en sens politique les incitations sélectives. C'est-à-dire les éléments qui motivent, qui peuvent à n'importe quel moment susciter ou activer et maintenir en éveil ce patriotisme. Mais, je veux dire une chose. Le président de la République, j'ai compris le sens de votre message. Je sens que le président de la République, c'est un homme qui se retrouve aujourd'hui seul. C'est un homme seul. Monsieur le président de la République, ouvrez-vous. Il y a des Congolais capables de relever le défi. Le sens de la responsabilité aussi, c'est de dire que j'ai gardé un ministre au gouvernement pendant 25 ans. Il faut partir et laisser la place aux autres. Surtout que si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, l'élément de crédibilité où le président de la République a bâti sa légitimité, c'était la paix et la sécurité. Cet élément est en train de s'effriter aujourd'hui. Les Congolais ne sont plus en paix. Il n'y a pas la sécurité. La stabilité politique est menacée aujourd'hui. La stabilité politique qui fondait la légitimité de son régime s'effrite. On voit des marches qu'on improvise d'ici et par ici, par là. Heureusement que la police se fait montre jusqu'ici du professionnalisme pour étouffer ces marches. Mais c'est pendant combien de temps? Il faut un changement radical. Il faut un changement radical. Le discours qu'on peut faire, on ne peut pas demander à un peuple affamé à aimer ses parents. C'est pas possible. Madame Ouabi le disait d'ailleurs, l'amour du peuple se mérite. Donc le président doit s'ouvrir. S'ouvrir, ça veut dire quoi? Balayer, faire un nettoyage approfondi de son gouvernement. Deuxièmement, l'amour du pays, c'est aussi rapatrier tous les fonds qu'on a mis dans les paradis fiscaux. Ramener et injecter ces fonds dans le circuit économique. Puisque les Panama Papers et le scandale montrent que nous avons des compatriotes qui ont planqué l'argent dans les paradis fiscaux. Et on peut ramener cet argent-là ici. L'amour du pays, le patriotisme, c'est quoi? C'est de créer des emplois. Moi, je suis contre l'économie de marché que nous avons adopté aveuglement. Il nous faut un système d'économie mixte. L'État peut créer dans un premier temps des entreprises et réhabiliter les entreprises qui ont existé pour donner de l'emploi aux Congolais. Nous ne sommes que 6 millions. Et l'amour de la patrie, l'amour de la patrie, c'est aussi la sanction. La sanction aux prédateurs qui ont mis à genoux ce pays et qui continuent à narguer le peuple congolais. J'ai suivi qu'on a arrêté le directeur de l'hôpital, l'ancien directeur de l'hôpital de Dolisie qui serait en prison. Bon, là, j'ai lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, qui serait aussi en fuite. Je ne sais pas trop. Mais ceux qui ont détourné des milliards, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'amour de la patrie, c'est aussi le sens de la justice. Il a parlé qu'on devait croire dans la justice. Mais c'est la justice sociale. L'équité. Il n'y a pas des Congolais, il ne faut pas qu'il y ait deux types de Congolais dans notre pays. Nous avons des Congolais privilégiés et les non privilégiés. Voilà ce que je peux dire. Nous aimons ce pays, mais il faudra que ceux qui ont le pouvoir essayent un peu de montrer, d'exercer la justice sociale, de faire en sorte que les nominations des dessus de jupe ou des nominations qui s'obtiennent dans des antichambres noires au nom d'une certaine idéologie confessionnaliste
puisse disparaître. Parce que nous sommes tous Congolais et chacun de nous a les droits dans ce pays. Le patriotisme, c'est aussi respecter les droits des autres. Le message est passé. Brony Fortuna Ngoulali, on boucle avec vous. Quel est l'essentiel à retenir de tout ce discours? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que nous l'avons dit d'entrée de jeu, que le président de la République, déjà en tant que militaire à la base, c'est un homme qui continue de croire que les choses changeront forcément. Oui, les choses vont changer forcément. C'est un homme aujourd'hui qui reconnaît en partie aussi que le pays ne va pas bien. Il le dit déjà que le pays ne va pas bien, même si les responsabilités ne sont pas aujourd'hui partagées. Sinon, on ne connaît pas réellement lesquelles ont conduit le pays dans ce marasme. Mais c'est un homme qui pense que finalement, il faut que les choses changent, donc par son discours. Je ne pense pas qu'il s'est sacrifié autant d'années au pouvoir pour ses propres intérêts. Je ne pense pas qu'il s'est donné à fond avec autant de risques qu'il a pu rencontrer sur son chemin depuis qu'il est là pour ses intérêts personnels. Et je ne pense pas aussi, je suis certain qu'il est conscient qu'il a un devoir vis-à-vis de tous les Congolais qui l'ont élu ou encore tous les Congolais. Je pense que il sait que le jour où il prendra la retraite, qu'il doit léguer un pays qui va l'honorer après même, année après année, comme on entend aujourd'hui parler de Mandela et bien d'autres, au Fouet Banyu aujourd'hui. Je pense qu'il a cette conscience que quand il partira, et il faut qu'on dise que finalement, nous sommes dans ces bonnes conditions parce qu'il y a un monsieur qui est passé ici, qui a laissé ce Congo, a légué ce Congo dans tel ou tel état, dans cet état pour prospère. Et je crois qu'il est conscient. Et pour y arriver, le docteur Blanc-Constant Barapéa l'a dit, c'est ce que l'UPADES dit, je n'appuie pas ce parti, c'est qu'il faut un changement de paradigme, il faut un nouveau management total. Et il faut que le président s'ouvre à d'autres citoyens et surtout qu'il pense à tous les Congolais qui sont plus majoritaires que le Sénat, plus majoritaires que l'Assemblée nationale, qui est plus majoritaire que le gouvernement. Donc depuis quelques années, il gouverne avec les mêmes personnes. Le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors que les Congolais sont plus nombreux que ces gens-là. Donc il faut qu'ils tournent vers les Congolais. Et pourquoi je le dis? Parce que son discours de ce soir est totalement déconnecté de la réalité. On veut susciter de l'espoir, on veut léguer le Congo aux jeunes, mais dans quel état? Qu'est-ce qui est fait pour léguer le Congo aux jeunes? Je crois qu'il a encore les 2 ans qui lui restent. Je pense qu'il faut... Aujourd'hui, il est question de susciter de l'espoir. Il faut donner la force à cette jeunesse-là. Mais pour donner la force à cette jeunesse, il faut des actes de courage. Il faut quand même que le président arrive à dire à tous ceux qui l'entourent depuis quelques années, oui, nous sommes tous conscients qu'on a échoué jusqu'ici. Il faut qu'on change les choses. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Pour vous qui nous suivez, nous parlions, sinon nous décryptions le message du président de la République ce soir. Et merci d'avoir participé au débat. Vous pouvez continuer à débattre via les commentaires. Vos avis aussi comptent. Partagez ce contenu et à très bientôt.